Je suis quelqu'un de colérique et ça me gâche la vie. Je m'énerve contre eux, les automobilistes, les bugs sur mon ordi, les annonces dans le train, les duty free dans les aéroports. Tu vois ce même un vieil homme crie sur un nuage, et ben c'est moi. J'ai 32 ans et j'ai déjà perdu des amis à cause de ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Tu vas peut-être te reconnaître dans cette vidéo, j'espère qu'elle te sera aussi utile qu'à moi, parce que ce que j'ai découvert peut non seulement t'aider à ne pas devenir un vieux con, mais peut aussi complètement changer tes relations avec les autres et avec toi-même. Alors je voulais commencer par te faire une sélection de trucs qui ont pas l'air d'énerver tant que ça les autres, mais qui moi me mettent hors de moi et me mettent dans un état de colère quasi quotidien. Le premier truc c'est les klaxons. Je m'énerve constamment contre les klaxons. Je pense qu'on devrait installer des tasers dans les voitures qui électrocutent automatiquement leurs conducteurs à chaque fois qu'ils mettent un coup de klaxon. Je pense que les rues seraient beaucoup plus calmes. En fait le klaxon il représente tout ce que je déteste. Déjà ça fait mal aux oreilles, ça me fait sursauter à chaque fois. C'est une agression auditive, c'est aussi un signe d'agressivité humaine. On utilise le klaxon pour s'engueuler littéralement. C'est complètement inutile. Je pense qu'il n'y aurait pas un seul mort de plus sur les routes si on supprimait les klaxons dans les voitures. Et ça m'énerve tellement les klaxons que c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai décidé de quitter Paris. Un autre truc qui m'énerve et qui a pas l'air d'énerver les autres, c'est les annonces dans le train. Je supporte pas les annonces dans le train. Je passe littéralement 5 minutes à chuchoter en insultant le chef de bord en disant mais ferme-la, j'en ai rien à faire de ton annonce. Je supporte pas ça. Ça m'interrompt quand je suis en train d'essayer de me concentrer, que je suis en train d'écrire. C'est complètement inutile. Genre il te dit où va le train, mais je sais où va le train, tu vois, je suis dedans, donc a priori je sais où ça va. Et puis parfois c'est trop fort, c'est une agression auditive. Un autre truc qui m'énerve, c'est les gens qui s'expriment pas clairement. Je m'engueule parfois avec mon copain parce que il me dit un truc, je comprends pas ce qu'il me dit, et en fait je perds patience instantanément et je lui dis bah écoute, je comprends pas ce que tu me dis, tu reviendras quand tu sauras le formuler correctement. J'ai conscience que c'est assez agressif comme phrase, mais en fait c'est un déclencheur, ça m'énerve. Et c'est pour ça que quand je travaille avec mes prestataires, je leur demande d'être super clair, qu'est-ce qu'ils veulent quand ils me parlent d'un problème, quand ils tournent autour du pot, je leur dis bah c'est quoi le problème, t'attends quoi de moi concrètement. Je comprends pas pourquoi il y a des choses qu'on ne se dit pas. Par exemple, le mot argent n'est quasiment jamais prononcé par les avocats, les comptables, alors qu'ils sont littéralement là pour ça. Ils sont là pour gérer des problèmes d'argent. Mais le mot argent n'est pas prononcé, du coup on tourne autour du pot, on utilise des mots compliqués. Tout ça m'énerve considérablement. Je m'énerve tellement contre les bugs. Sur mon ordinateur, au bout de 3 secondes, dès qu'il y a le moindre petit bug, je me mets à taper sur mon bureau en hurlant. J'ai l'air d'un fou, hein. J'ai zéro patience pour ça. J'ai déjà littéralement jeté un micro à la poubelle que je venais d'acheter parce que j'ai eu un bug en l'utilisant. Les hôtels qui te font attendre au check-in. Tu sais, t'as déjà fait tout le voyage, t'es fatigué, t'as qu'une envie, c'est entrer dans ta chambre et prendre une douche. Et là, bah la meuf de l'hôtel, elle est là, elle tape, elle fait son petit rapport de police. Là, t'es là, mais pourquoi en fait? J'ai déjà rempli un formulaire sur Booking, t'as déjà toutes mes infos, pourquoi est-ce qu'il faut les taper une deuxième fois? J'ai l'impression qu'on me fait perdre mon temps, j'ai l'impression qu'il y a des règles qui sont parfois absurdes parce qu'il y a certains hôtels où ça prend 2 minutes et d'autres hôtels où ça prend 15 minutes, on sait pas pourquoi. Certains ont besoin de ton email, d'autres non, certains te prennent ta carte bleue, d'autres non. C'est complètement arbitraire. Avec un petit bonus s'il me propose une boisson sucrée pour patienter, sachant que je ne veux pas consommer de sucre, mais que quand j'ai déjà fait un voyage, que je suis fatigué, que je perds patience, bah il y a de fortes chances que je craque. En plus, il me faut un exercice de volonté en même temps, là je les déteste. Un autre truc qui m'énerve, c'est les gens qui ne font pas ce qu'ils disent. Donc quelqu'un dit ok je vais faire ça et il le fait pas. Mais pourquoi tu dis que tu vas le faire si tu le fais pas? Moi j'ai besoin de savoir qui fait quoi. Chaque tâche doit exister à un endroit. Soit elle est dans ma liste de tâches, soit elle est dans celle de mon interlocuteur. Mais elle peut pas exister un peu quelque part entre les deux, ça peut pas être dans le flou en fait. Si je suis pas sûr que mon interlocuteur va faire ce qu'il a dit qu'il va faire, et ben en fait la tâche elle reste sur moi et ça continue à moisir dans un coin de mon cerveau. Donc ça m'énerve, les tâches doivent être claires, quand quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose, il doit le faire sinon je m'énerve. Les gens qui n'assument pas leur vraie intention, je ne supporte pas et je ne comprends pas les gens qui cachent leur ambition ou leurs intérêts personnels derrière des intentions louables, donc par exemple les politiciens qui disent qu'ils veulent sauver la France, alors que non, tu veux être un grand homme, tu veux faire des trucs pour toi, c'est bien, mais dis pas que tu veux sauver la France, c'est juste faux. Certains créateurs de contenu, certains journalistes, certains entrepreneurs qui disent que eux ils sont là pour changer le monde, faire de l'entrepreneuriat éthique et tout, bullshit, ça m'énerve. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est les gens qui les croient. Je m'énerve constamment quand je suis face à de l'incohérence. Les écolos qui veulent à tout prix qu'on installe une pompe à chaleur en hiver, mais qui veulent surtout pas qu'on installe une clim en été, alors que c'est littéralement le même appareil. Je ne supporte pas quand il n'y a pas d'USB-C sur les appareils que j'achète, quand il y a une ancienne prise genre micro USB, ça me rend fou et j'ai déjà renvoyé plusieurs fois des appareils parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'USB-C et je refuse de voyager avec un deuxième câble. C'est pas que c'est lourd, c'est pas que c'est contraignant, c'est juste que non, il faut que ce soit en USB-C. Il y a un standard, ce standard est supérieur à tous les autres, bon bah on passe au standard. On arrête de faire chier avec son micro USB pour économiser 1 euro. Je m'énerve tellement quand je suis face à des règles que je ne comprends pas. Je suis plutôt quelqu'un qui respecte les règles quand je les comprends et quand elles font sens. Par contre, dès qu'il y a une règle qui pour moi n'a aucun sens, et ben j'ai pas du tout envie de la respecter. Par exemple, quelques années après le Covid, je suis allé au Japon, il y avait quasiment plus aucun cas de Covid et tous les pays portaient plus le masque, et puis le Japon, bah ils ont
décidé qu'ils allaient continuer à porter le masque. C'était même pas obligatoire, hein, c'est juste que les Japonais adorent respecter les règles, même quand elles sont dépassées. Et donc j'étais le seul couillon à ne pas porter mon masque dans la rue, les gens me regardaient mal. À un moment, je suis entré dans un magasin, ils m'ont sauté dessus en disant ah le masque, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait 15 tests PCR pour pouvoir rentrer dans votre pays, genre qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ce truc de surtout pas traverser au feu rouge s'il n'y a pas de voiture? Ça n'a aucun sens. Les villes dans lesquelles on traverse au feu rouge, il n'y a pas plus de morts sur la route. C'est des règles arbitraires. Et ce jour-là, j'ai réalisé que je pourrais pas vivre au Japon à cause de ça parce que ça m'énervait trop, même si j'adore le Japon. La rétention d'informations. Alors ça, c'est un truc qui est tellement crispant pour moi que je crois que je fais ce métier pour cette raison-là. Je ne supporte pas les formateurs, par exemple, qui gardent des informations pour eux, qui ne veulent pas divulguer leurs secrets, les milliardaires qui manipulent la politique en douce, toute forme de jargon, de club d'initiés, de barrières à l'entrée. Je déteste ça. Je déteste quand on essaye de garder l'information privée. Je pense que l'information devrait être partout, qu'il ne devrait pas y avoir de secret. Et une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est justement pour essayer de rendre l'information que je découvre, les secrets que je découvre, accessibles à tous. Et je me suis déjà embrouillé avec des collègues parce qu'ils considéraient que je partageais des secrets d'industrie. Et j'ai gardé le truc qui m'énerve le plus pour la fin. Et ce truc-là, tu vas me dire, bon ça énerve beaucoup de gens, c'est l'administratif. Et je sais que ça énerve beaucoup de gens, mais je crois que moi, c'est vraiment hors catégorie. Quand je fais de l'administratif et que je rencontre la moindre petite friction, ou la moindre petite décision bête, je me retrouve dans une sorte d'angoisse mêlée de rage. Et je crois que l'émotion dominante, c'est vraiment la haine à ce moment-là. C'est une haine profonde pour ce que je suis en train de faire, pour les gens qui me forcent à faire ça, une haine absolue. Il y a tout dans cette tâche que je déteste. Le manque de clarté, tu sais pas exactement ce qu'il faut faire, c'est jamais très clair. Le manque de respect pour mon temps, l'inutilité, le manque d'efficacité, tu remplis 3 fois un formulaire avec les mêmes informations parce que ces entités ne communiquent pas ensemble, puis tu dois imprimer le truc et l'envoyer par courrier recommandé, tout ça est inutile et stupide. C'est rempli de règles absurdes que je ne comprends pas et en plus, c'est obligatoire. C'est-à-dire si je le fais pas, il y a un moment où on va venir me chercher, on va m'enfermer dans une cage. Voilà, c'est ce qui se passe, hein, c'est la prison. Si à un moment tu payes pas tes impôts, tu fais rien, tu finis en prison, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui me rend le plus fou et en tant qu'entrepreneur, malheureusement, j'ai toujours beaucoup d'administratifs. Ça m'est arrivé de payer quelqu'un très très cher pour le faire à ma place parce que c'était une telle souffrance dans ma vie de le faire que je préférais dépenser des dizaines de milliers d'euros par an pour ne pas avoir à m'en occuper. Alors tout ça te paraît peut-être un petit peu puéril et tu dis oui bon, voilà, il y a plein de gens qui aiment pas faire leur administratif et voilà, c'est un peu normal de s'énerver pour ces trucs-là, il y a pas de quoi en faire un fromage. Sauf que le problème c'est que tout ça en fait c'est du quotidien et que la multiplication de toutes ces petites colères, ça me gâche la vie. C'est pas des grandes colères, hein, c'est pas moi qui me mets à hurler sur les gens, je suis pas quelqu'un de visiblement en colère, je suis quelqu'un qui internalise la colère. Je m'énerve tout seul en marmonnant dans ma barbe, je m'énerve dès le matin en sortant de chez moi quand je dois traverser une rue et que la voiture me laisse pas la priorité, ça m'arrive même parfois de me mettre en danger, hein, de forcer la priorité, j'ai failli avoir des accidents à cause de ça. Ça a un impact évidemment sur mon couple parce que ça me met de mauvaise humeur, ça a un impact sur mes relations, j'ai perdu des amis à cause de ça et surtout, ça s'arrange pas avec le temps. Je vois bien que plus je vieillis, plus je ressens cette colère et je sais ce qui arrive à la fin, hein, pour les gens comme ça. C'est le coup près, hein, qui tombe, c'est tu deviens un vieux con, quoi. Voilà, le vieux con, le vieil aigri, le râleur, qui lève sa canne à chaque fois qu'il voit une trottinette passer, qui passe son temps à se plaindre, à râler, à critiquer, mais qui ne fait rien pour changer les choses. Et je voyais bien, hein, que si je faisais rien, je prenais doucement ce chemin. Et donc j'avais qu'un seul moyen de le savoir, si j'allais devenir un vieux con, c'était de comprendre d'où ça vient, cette colère permanente, et comment la changer. Il y a à peu près un an, je suis allé à un séminaire avec des entrepreneurs et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Nicolas Galita. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le TDAH parce que c'est grâce à lui que je suis allé me faire diagnostiquer, mais le jour où je l'ai rencontré, c'est pas ça qu'il m'a dit. Le jour où je l'ai rencontré, il m'a dit écoute Antoine, je te suis depuis des années, il y a un truc que tu sais pas, tu es autiste. Moi je lui ai dit mais t'as fait toi-même en fait, non, je suis pas autiste, moi je le prenais presque comme une attaque quoi, j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais non, personne m'a jamais dit ça, je suis pas d'accord. Et puis il a commencé à m'expliquer ce que c'est. Donc Nicolas, c'est un gars qui est expert là-dedans, c'est sa thématique, il crée du contenu autour de ça depuis longtemps maintenant, et j'ai trouvé qu'il était super intéressant. Je me suis abonné à sa newsletter, j'ai commencé à apprendre des choses sur l'autisme, et puis quelques mois plus tard, j'ai été diagnostiqué TDAH. Donc pour ceux qui savent pas, le TDAH, ça fait partie de la neurodivergence, et c'est très proche en fait de l'autisme, et d'ailleurs énormément de gens sont à la fois autistes et TDAH, c'est très courant d'avoir les deux. Et donc je me disais ok, c'est possible que j'ai des traits autistiques, mais j'avais encore beaucoup de mal à me définir comme autiste, et en fait ce que je disais à chaque fois c'est je suis un peu autiste. Je suis un peu autiste, mais quand je vois lui, ou quand je vois elle, non, c'est des vrais autistes quoi. Voilà, moi je suis un petit peu quoi.
quoi. Voilà, j'ai des petits traits, il y a des trucs qui m'agacent et tout, mais je vais pas me mettre à pleurer en public ou à faire des grandes crises, à me mettre à crier et tout, à me taper la tête contre les murs. J'avais l'impression que c'était ça, hein, l'autisme, c'était vraiment avoir des crises qui sont très visuelles. Moi, je voyais les signes extérieurs en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que personne me l'a jamais dit, hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un de calme en société, je m'énerve rarement contre les gens. Quand je me ferme, je le fais de manière assez discrète. En fait, c'est ce qu'on appelle le masking. Et donc, personne m'a jamais dit Antoine, t'es autiste. Quand je vois Elon Musk qui monte sur scène, je vois un mec qui marche bizarrement, qui est pas très doué avec ses mains, qui est complètement awkward socialement, et je me dis ah oui, lui il est autiste. Moi, j'arrive à parler correctement, j'arrive à me mouvoir à peu près correctement. C'est pas ça. Mais à chaque fois que je voyais Nicolas et que je lui parlais de mes problèmes, il me répétait mais attends, tu fais pas le lien avec l'autisme là? Puis je me suis dit en fait ça coûte rien de vérifier. Donc j'ai commencé à creuser le sujet et j'ai suivi une formation notamment là-dessus sur la plateforme Autothérapie, et dans cette formation il y a un truc qui a tout de suite attiré mon attention. L'autrice parle dès le début des déclencheurs autistiques. Alors c'est quoi un déclencheur autistique? C'est un stimulus ou une situation qui surcharge une personne autiste, vide sa batterie et l'amène à entrer en crise. Et c'est là que j'ai commencé à voir certains schémas. Et si les choses qui me mettaient en colère, c'était simplement des déclencheurs autistiques. Et si la colère, c'était ma manière à moi de faire des crises. Et si, sachant ça, il existait une solution et que je n'étais pas condamné à devenir un vieux con. Et c'est là que j'ai commencé à creuser et j'ai découvert plusieurs types de déclencheurs. Et là, écoute bien parce que peut-être que tu vas te retrouver dans certains de ces déclencheurs, peut-être pas, mais si c'est ton cas, la suite va t'intéresser. Les premiers types de déclencheurs, c'est les déclencheurs sensoriels. Ça peut être un son violent, une odeur très forte, quelqu'un qui te touche, typiquement un coup de klaxon ou les odeurs et la lumière du duty free ou du centre commercial. On a aussi les déclencheurs cognitifs. L'incompréhension, la surcharge de décision, gérer des choses qui sont lourdes, complexes, qu'on n'arrive pas entièrement à comprendre, typiquement l'administratif, les annonces dans le train, le centre commercial avec sa multitude d'informations qu'il faut gérer en même temps. Troisième type de déclencheur, les imprévus. Un retard, un changement de programme, une attente sans durée précise, ça peut être très dur pour les autistes. Typiquement, un bug informatique, une attente trop longue à l'hôtel, des embouteillages, ou encore une fois l'administratif où tu sais jamais vraiment combien de temps ça va te prendre et si en plein milieu il va falloir envoyer un courrier recommandé ou appeler un numéro qui va te faire attendre. Quatrième type de déclencheur, les déclencheurs sociaux. Les personnes autistes ont souvent du mal avec les autres, tout simplement parce qu'ils ne communiquent pas de la même manière. Les personnes autistes ont besoin de clarté, ils ne comprennent pas souvent les sous-entendus, ils n'arrivent pas à gérer les intentions opaques, ils ont du mal avec le conflit. Typiquement, ça rejoint ma phobie pour le manque de clarté, les gens qui n'assument pas leurs vraies intentions, la rétention d'informations et les règles que je comprends pas. Et puis le dernier type de déclencheur, ce sont les déclencheurs physiologiques. Donc là, ça va être la fatigue, la faim, le manque de sommeil, qui vont souvent agir comme des amplificateurs. Si t'as plusieurs déclencheurs qui viennent t'irriter et qu'en plus t'as pas assez dormi cette nuit, il y a beaucoup plus de chances que t'en arrives à faire une crise. Il faut savoir aussi que ces déclencheurs sont cumulatifs. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de déclencheurs, plus ton cerveau va devoir consommer d'énergie pour les gérer et plus le prochain déclencheur va être compliqué à gérer. Et justement, comment est-ce qu'on va les gérer? C'est quoi le type de réaction qu'on va avoir quand on est soumis à ces déclencheurs et qu'on dépasse le ratio de déclencheurs qu'on est capable d'encaisser? Et là, c'est très intéressant parce que j'ai découvert qu'en fait, la colère n'était pas ma seule réaction. Premier type de réaction, c'est les alertes sensorielles. Donc par exemple, je sursaute, j'ai une crispation, j'ai un sentiment d'agression. Typiquement, il y a un mec qui klaxonne, ma première réaction, c'est pas la colère. Ma première réaction, c'est de sursauter, c'est de me crisper et ensuite je me mets en colère. Ensuite, on a l'irritation. Donc ça va être la colère, la rumination, le besoin de résoudre l'incohérence, de résoudre le problème. Typiquement, quand je vais être désagréable avec mon copain parce qu'il est pas clair, ça entre dans cette catégorie-là. Ensuite, on a la fuite ou l'évitement. Quitter la pièce, mettre un casque, annuler, procrastiner. On a ensuite l'autorégulation, des choses qu'on va faire pour nous aider à faire descendre la pression comme se balancer, marcher, répéter un geste en continu. On va avoir le meltdown. Donc ça, c'est une réaction qui va être tournée vers l'extérieur. C'est la réaction la plus visible, et comme par exemple se mettre à pleurer, se mettre à crier, s'énerver très fort contre quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi avoir le shutdown. Le shutdown, c'est une réaction au contraire qui est tournée vers l'intérieur. Cette fois-ci, on va rester dans le silence, on va s'immobiliser, on va avoir un regard absent, comme complètement déconnecté des autres. On peut aussi avoir comme réaction le masquage, ce qu'on appelle le masking en anglais, donc le fait de ne pas réagir sur le moment, mais ensuite quand tu vas rentrer chez toi, t'effondrer complètement. Et puis on a le contre-coup. Donc là, généralement, ça va être après qu'on ait subi beaucoup de micro-agressions, beaucoup de déclencheurs. On va ressentir par exemple de l'épuisement, on peut avoir des migraines, une difficulté à réfléchir, avoir besoin de plusieurs heures de silence. Et en fait, quand j'ai découvert ce type de réaction, j'ai été complètement bouleversé. Parce que là où je pensais que j'étais pas autiste parce que je me retrouvais pas dans certaines réactions que je jugeais extrêmes, comme le fait de se mettre à crier ou à pleurer en public, moi je croyais que j'étais juste énervé ou irrité. Et en fait, en lisant ces différents types de réactions, je me suis aperçu que je les cochais presque toutes. Le sensoriel, avec le
sursaut, la grimace, le sentiment d'agression quand il y a un klaxon par exemple, l'irritation, donc ça c'est la colère, l'énervement, voilà, donc ça c'est des choses que j'avais déjà identifiées, mais aussi la fuite ou l'évitement, qui est en fait une réaction que j'ai beaucoup plus souvent que j'avais réalisé. Par exemple, le fait de partir au milieu d'une soirée parce que j'arrive plus à gérer, d'annuler un événement, de procrastiner sur l'administratif, ça je l'ai quand même fait beaucoup, ou de payer quelqu'un pour le faire, donc éviter la tâche qui va me causer une réaction. L'autorégulation, aller marcher. Je me souviens avec mon ex, on s'engueulait souvent et à chaque fois ce que je faisais après, c'est que j'allais marcher pendant 1 heure, c'était une manière pour moi de m'autoréguler. Alors le meltdown, on l'a dit, c'est moins quelque chose dans lequel je me retrouvais parce que je vais pas me mettre à crier ou à pleurer en public. Par contre, dans un cadre un peu plus privé, avec des gens que je connais, ça m'est arrivé de me retrouver dans des colères intenses ou d'avoir des paroles qui sont brutales, même si c'est quand même assez rare. Par contre, le shutdown, la réaction tournée vers l'intérieur, ça c'est quelque chose que j'ai vécu plein de fois. Combien de fois, au milieu d'une soirée ou d'un événement social, je me retrouve à complètement déconnecter des autres, à avoir le regard vide, à être incapable de suivre une conversation parce que juste j'arrive plus à encaisser. Combien de fois au milieu d'une soirée, je suis allé aux toilettes, non pas parce que j'avais envie d'aller aux toilettes, mais juste pour m'asseoir sur la cuvette et attendre 15 minutes de décompresser pour ensuite pouvoir ressortir et continuer à sociabiliser. Le contre-coup aussi, c'est quelque chose que j'ai ressenti plein de fois. Une migraine après un événement intense. Le besoin de me retrouver des heures seul dans ma chambre d'hôtel, par exemple, quand je vais à un événement d'entrepreneur. Souvent les gens comprennent pas, et moi-même je comprenais pas, mais j'en avais besoin, et en fait c'est une réaction qui est tout à fait logique dans le cadre de l'autisme. Et puis enfin, on a la plus perverse de toutes les réactions, qui est le masking, le masquage. En fait, énormément d'autistes ne se rendent pas compte qu'ils sont autistes, et les autres ne se rendent pas compte qu'ils sont autistes, parce qu'ils sont constamment en train de masquer. Et pourquoi est-ce qu'on masque? Parce qu'on est des gens polis, et qu'on veut pas se retrouver sans amis. Et donc on veut pas être le gars relou qui attire l'attention sur soi en plein milieu de la soirée, en se barrant ou en faisant une crise. Non. Et du coup, on va encaisser. On encaisse, on masque, on essaye de paraître sociable, on essaye de paraître à l'aise dans des situations dans lesquelles on l'est pas, on essaye de faire semblant de kiffer des choses qu'on kiffe pas, parce qu'on ne veut pas paraître impoli, désagréable, voire un peu fou. Et moi, ça m'est arrivé 100 000 fois, et la réaction qui suit le masquage, c'est d'aller m'isoler le plus vite possible et de débrancher complètement mon cerveau, par exemple en binge-watchant des vidéos YouTube. Et en fait, le masquage, c'est ce qui explique pourquoi les autres ne pensent pas que tu es autiste. C'est parce que tu n'as jamais montrer ton autisme aux autres. Mais ce qui compte, c'est pas l'image que les autres ont de toi pour savoir si t'es autiste. Ce qui compte, c'est comment tu te sens à l'intérieur, parce que la plupart de ces réactions, c'est des réactions qui ne se voient pas, c'est des réactions internes. La colère, la fatigue, la déconnexion avec les autres, le besoin de solitude, tout ça peut être très bien caché. Alors je crois que j'ai enfin accepté que j'étais pas un peu autiste, comme je le disais avant, mais que j'étais autiste. Je pense que t'as pas besoin de prouver aux autres que tu l'es. Par contre, c'est très utile de le savoir si tu veux pas devenir un vieux con. Le diagnostic étant fait, on peut passer à la recherche de solutions. Alors j'ai une mauvaise nouvelle si tu veux pas devenir un vieux con, l'autisme ne se soigne pas. Si tu continues à vivre au milieu de déclencheurs perpétuels et que tu espères ne plus en souffrir, eh ben ça n'arrivera simplement pas. Mais pire que ça, souviens-toi, les déclencheurs sont cumulatifs. Ça veut dire que plus tu vas continuer à t'exposer à des déclencheurs, plus tu vas avoir de réactions qui seront fortes. Donc si par exemple comme moi, c'est la colère, tu vas devenir de plus en plus désagréable. Si c'est l'isolement, tu vas t'isoler de plus en plus. Si c'est les cris, les pleurs, tu vas crier et pleurer de plus en plus. Et ça risque d'être de pire en pire. Et évidemment ça a des conséquences bien réelles. Bien sûr le manque de joie de vivre, parce que c'est difficile de passer des bonnes journées quand on est sans arrêt, énervé, irrité, mis dans un état de stress ou d'anxiété par l'environnement. Évidemment ça peut te rendre aigri avec le temps, et puis bien sûr ça peut complètement t'isoler, parce que personne n'a envie de fréquenter un vieux con. Et si tu deviens de plus en plus un vieux con, comme la trajectoire que j'avais prise, tu risques bien de te retrouver comme un vieux con tout seul. Et ça, je me suis pris de plein fouet l'année dernière, j'étais invité par une amie à l'étranger, j'ai passé 5 jours avec elle, et j'ai été tellement désagréable qu'à la fin de la semaine, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait plus jamais me voir. Et le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte sur le moment. J'étais juste dans un endroit rempli de déclencheurs autistiques, sans connaître mon autisme, à essayer de les gérer autant que je pouvais, et ma manière de les gérer, c'était d'abord de masquer, puis d'exploser, de dire des choses désagréables, de bougonner, de critiquer et de m'isoler. Si j'avais su que j'étais autiste, au moment où j'ai fait ce voyage, je lui aurais expliqué. J'aurais essayé de lui faire comprendre qu'il y avait des situations qui me mettaient dans ce genre d'état, et donc que je préférais les éviter. J'aurais probablement pris un appart ailleurs, parce que c'est toujours difficile pour moi d'être hébergé chez quelqu'un et d'avoir aucun contrôle sur mon environnement, et j'aurais renoncé à certaines activités,
et j'aurais probablement passé plus de temps seul parce que j'en ai besoin. Parce que l'autisme ne se soigne pas, mais on peut apprendre à vivre avec. En fait, la difficulté pour les autistes, c'est pas d'être autiste. Moi, je me dis pas, j'aimerais bien ne pas être autiste, parce que voilà, je suis content avec ma personnalité. La difficulté d'être autiste, c'est que tu vis dans un monde de neurotypiques. Et les neurotypiques ne sont pas dérangés par ce qui, toi, te dérange. Donc tu vis dans un monde qui est rempli de choses que savent gérer les neurotypiques, mais que ne savent pas gérer les autistes. Et si je te dis ça, c'est pas pour me plaindre ou pour crier à l'injustice. Je pense pas qu'il faille changer ce monde-là. Le monde servira toujours mieux la majorité que la minorité, c'est normal. Si je te dis ça, c'est pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles je pourrais devenir un vieux con et comment éviter ça. Et dans la formation autothérapie, la formatrice explique comment faire. Elle donne un exercice qui est très simple, qui peut tout changer et que tu peux faire maintenant. La première étape, c'est de prendre une feuille de papier et de dessiner un tableau comptable. Alors oui, je sais, c'est pas sexy, mais tu vas comprendre. À gauche du tableau, tu vas marquer les passifs et à droite du tableau, tu vas marquer les actifs. Si tu n'as jamais fait de comptabilité, les actifs, c'est ce qui fait entrer de l'argent. Par exemple, j'ai une boutique, ça me rapporte des clients, c'est un actif. Et les passifs, c'est ce qui fait sortir de l'argent. Par exemple, je paye des salaires, l'argent sort. Et en fait, de la même manière, pour les autistes, on a des actifs et des passifs. On a des rentrées de bonheur et on a des sorties de bonheur, si tu veux. Les actifs autistiques, c'est ce qui va nous ressourcer, nous faire du bien, nous permettre de nous reposer, de nous régénérer. Et les passifs autistiques, c'est au contraire ce qui va nous déclencher, ce qui va nous épuiser. Donc ce que tu vas commencer par faire, c'est faire ce tableau et noter d'abord toutes les activités qui te déclenchent, qui te font du mal, et ensuite toutes les activités qui te ressourcent et qui te font du bien. Note les petits détails et note les gros trucs. Et ce que tu vas faire après, et ça c'est une idée de la formation que je trouve excellente, c'est de donner une valeur monétaire à chaque élément. Comme ça, on reste dans notre comptabilité. Par exemple, dans ma liste de passifs, avoir un bug sur mon ordinateur, ça va me coûter, on va dire, 10 €. C'est pas un gros déclencheur, mais c'est quand même suffisant pour me faire taper du poing sur la table. Entendre un coup de klaxon dans la rue un peu agressif, ça va me coûter, on va dire, 20 €. C'est toujours gérable, mais faut pas qu'il y en ait trop. Recevoir un message indéchiffrable de mon comptable que je suis obligé d'envoyer à ChatGPT parce que je sais pas quoi répondre, ça va plus me coûter autour de 50 €. Manque de clarté, j'aime pas. Passer 1 heure coincé dans les bouchons en étant au volant de la voiture, là on est sur un truc qui va me mettre un très haut niveau de tension, d'irritabilité et de stress. On va être à moins 200 €. Donc je sais que si je passe 1 heure dans les bouchons, j'ai déjà perdu 200 balles. Donc derrière, je vais pas m'amuser à faire mon administratif. Il faut que le reste de la journée soit nickel. Ça, c'est pour les passifs. Et ensuite, on va faire exactement la même chose avec notre liste d'actifs en leur mettant une valeur monétaire positive. Par exemple, je sais que si je mange un repas sain chez moi, ça me fait du bien, c'est aligné avec ce que je veux, plus 30 €. Si je marche en écoutant un podcast, ça me régénère, plus 40 €. Si je me pose et que je lis un bon livre pendant 30 minutes, 50 €. Et si j'arrive à terminer ma tâche principale de la journée avant midi, là c'est jackpot, plus 100 €. Et donc l'objectif de ton tableau, je pense que tu me vois venir, c'est d'être rentable, c'est d'avoir moins de dépenses dans le passif que de revenus dans l'actif. Alors je pense que tu t'en doutes, c'est impossible de supprimer tous les passifs. Si je voulais jamais entendre le moindre coup klaxon, je pourrais plus sortir de chez moi. Par contre, tu peux réduire leur exposition et tu peux ajouter des actifs pour compenser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu as un tableau qui est en déficit, lorsque tu perds de l'argent tous les jours et que ça continue, tu te retrouves en faillite. Et dans le cas de l'autisme, en fait, tu te dégrades de jour en jour, tu vas subir de plus en plus de crises, de plus en plus de colère, d'irritabilité, tu vas t'isoler de plus en plus, jusqu'à peut-être faire une grosse crise qui sera un burn-out ou une dépression, qui est très fréquente chez les autistes. Lorsque tu es rentable, c'est l'inverse. Lorsque tu as plus d'actifs que de passifs, et ça sur plusieurs jours, petit à petit, tu vas te sentir de mieux en mieux, tu vas être davantage capable de vivre avec les autres et de vivre dans le monde qui t'entoure. Il faut comprendre aussi un truc, c'est que la santé compte énormément. On l'a dit, c'est un amplificateur. Le fait de bien manger, de bien dormir, quand tu y arrives, parce qu'on n'y arrive pas toujours, de rester actif, de bouger, ça va permettre déjà de créer une bonne base pour commencer la journée et on va dire d'ajouter 100 ou 200 € à ton tableau. Donc pour ne pas devenir un vieux con, il faut 1. Limiter les déclencheurs et 2. Augmenter les activités ressourçantes. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Et c'est là qu'on va aller un petit peu plus loin que les techniques pour mieux vivre son autisme ou sa trajectoire inéluctable vers le fait d'être un vieux con. C'est de comprendre que tout ça, ça nécessite 2 choses. La première chose, c'est la connaissance de soi, donc comprendre d'où viennent ces problèmes et qu'est-ce qui vient les nourrir, et j'espère avoir pu t'aider avec cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est la maîtrise de sa vie. Parce que tu as beau savoir quels sont tes déclencheurs autistiques et qu'est-ce qui te fait du bien, si tu n'as pas le contrôle sur ta vie, tu pourras pas les mettre en place. Si tu es enchaîné à un boulot que tu détestes, si tu vis dans une cage à
à lapin dans une ville anxiogène, si tu ne choisis pas les horaires ni les gens que tu fréquentes, quand ton entourage ne te considère pas et ne respecte pas ta différence, quand tu n'as personne autour de toi qui peut te comprendre, alors tu es condamné. Tu n'as pas de marge de manœuvre pour mettre en place les choses que tu dois mettre en place pour aller mieux. Et en même temps, cette condamnation, c'est aussi ça qui devrait nous donner une force que les neurotypiques n'ont pas, la force de réinventer sa vie. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait plusieurs stages et j'en ai notamment fait un qui m'a dégoûté du salariat. J'étais dans une entreprise de vente de piscines sur internet avec un manager toxique qui faisait que fumer et crier sur tout le monde, avec des espèces de jeux de pouvoir et de domination entre les différents stagiaires, un travail qui n'avait pas de sens et des conditions qui étaient pénibles. Il y avait tout pour me créer des déclencheurs autistiques, si bien qu'en seulement 3 mois de stage, je me suis retrouvé au bord de la dépression. Et j'en suis sorti avec une idée qui ne m'a jamais lâché depuis, ça a été je ferai tout pour ne plus jamais avoir à travailler pour un patron. Cette idée, cette force que ça m'a donnée, c'est une force que je n'aurais pas eue si j'avais pas vécu cet enfer. Et c'est cette force qui m'a permis de travailler, de me libérer du salariat, de créer ma boîte et de designer une vie à peu près sur mesure avec mes besoins. Sans savoir que j'étais autiste, j'ai inventé une vie adaptée à ma situation. Et maintenant que je sais que je suis autiste, je peux continuer à aller dans la bonne direction. Par exemple, j'ai décidé de quitter Paris parce que jusque-là, je me disais tu vas pas quitter Paris juste à cause des klaxons, c'est stupide. Maintenant que je sais que je suis autiste, je me dis que c'est peut-être pas si stupide. Je trouve que Paris est une ville qui comporte trop de micro-agressions, que ce soit le bruit, la promiscuité, l'odeur, la chaleur aussi en été. Je veux plus avoir à subir ça. L'autre chose, c'est d'adapter mon entourage. Aujourd'hui, je veux être entouré uniquement de gens qui m'acceptent et qui me respectent. Je veux plus me forcer quand je suis avec des amis à rester à tout prix avec eux alors que je sais que j'ai besoin d'être seul. Je veux pouvoir expliquer aux gens qui forment mon entourage et qui sont censés vouloir mon bien que je fonctionne comme ça et que j'ai besoin de me préserver. Aujourd'hui, j'ai une belle relation avec mon conjoint qui me comprend et qui me respecte. Je choisis aussi de ne pas me lancer dans des projets qui sont trop compliqués, qui comportent une charge cognitive ou sociale que j'aurais du mal à maîtriser. Je sais qu'il y a des activités dans lesquelles je suis très bon et qui sont faciles pour moi et je me concentre sur ces activités-là et j'évite de me lancer dans des activités qui sont faciles pour les autres mais qui sont une galère absolue pour moi. Et puis, j'essaye d'ajouter encore plus d'activités ressourçantes à ma vie. Écrire, marcher, avoir des routines, bien manger, tout ça me fait du bien, ça remplit ma colonne des actifs et ça me permet de passer de bien meilleures journées. J'ai compris que j'avais le droit de quitter une ville à cause des klaxons, le droit de renoncer au salariat à cause de la petite politique, des règles absurdes et des jeux de pouvoir, que j'avais le droit de ne pas chercher à optimiser fiscalement ma boîte parce que ce serait trop compliqué et que la complexité me fait mal. J'ai compris que j'avais le droit de refuser une sortie avec mes amis parce que je sais que je vais devoir gérer trop de déclencheurs. Par exemple, il y a pas très longtemps, je suis allé à un mastermind et j'avais pas posé trop de questions sur le format et je me suis retrouvé la première journée à passer 10 heures dans une salle enfermée avec des gens où il faisait trop chaud et où il n'y avait pas de lumière du jour. Ça a évidemment été un déclencheur autistique très fort pour moi. J'ai eu qu'une envie, c'était de m'isoler pendant toute la fin de journée. Et au lieu de me forcer à revenir le deuxième jour et d'être désagréable, je suis allé voir l'organisateur, je lui ai expliqué et je lui ai dit que je préférais rentrer chez moi et je pense qu'il a compris. Et je pense qu'on en arrive au dernier droit que s'autorise peut-être trop peu d'autistes, c'est le droit de décevoir. Voilà, si t'es autiste et que tu fonctionnes pas exactement comme tout le monde, il y a des gens qui vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont se dire ah mais en fait il nous aime pas, mais en fait il est impoli, mais en fait voilà, désolé. Voilà, je suis comme ça, je fonctionne comme ça et je vais pas sacrifier mon bien-être personnel pour fitter dans ce que doit être l'expérience humaine selon toi. Je pense que en tant qu'autiste, on doit respecter la différence, on doit accepter les gens évidemment qui ne le sont pas et comprendre qu'ils fonctionnent différemment. Moi, j'ai pas décidé de militer contre les klaxons. Hein. Si les gens ont aucun problème avec ça, qu'ils continuent à klaxonner. Par contre, j'ai le droit de me préserver. J'ai le droit de quitter Paris, d'aller vivre dans une ville plus calme, plus douce, où il y aura moins de déclencheurs. Et je pense que c'est ça la clé pour pas devenir un vieux con. C'est pas forcément de se battre contre la terre entière, mais c'est d'aménager son quotidien, de changer son environnement, peut-être parfois son entourage, pour se mettre dans une situation où il n'y a plus rien qui va nous faire devenir un vieux con. Alors je tiens une newsletter hebdomadaire que j'envoie chaque dimanche et que j'écris à la main sans utiliser l'IA. Dedans je partage mes meilleures découvertes et mes techniques pour bien vivre. On parle de business, d'entrepreneuriat évidemment. On parle aussi de neurodivergence, de productivité, de voyage, de liberté. Ce n'est pas officiellement une newsletter d'autiste, mais si t'es autiste, je pense qu'elle peut te plaire. Si tu veux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Dis-moi en commentaire si tu te retrouves dans certains de ces traits et si tu as appris à les gérer et comment, ça m'intéresse. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un que ça peut aider. Moi je te dis à la prochaine.